Bonjour à toutes et tous. Les midis se suivent et ne se ressemblent pas. Lundi, on parlait d'Israël. Nous voici en Algérie. Je profite pour dire que dans les périodes noires, il faut savoir profiter du peu de lumière qui se présente. Et quand même, les événements d'Algérie sont aussi inattendus que réjouissants, même si évidemment on n'est pas au bout du chemin, comme le montre la nomination du président intérimaire, de toute évidence. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une révolution? C'est un peu ça le thème de cette rencontre. Il est bien sûr trop tôt pour le dire. J'avais coutume de répéter pendant les révolutions arabes de 2011, 2012, etc., qu'une révolution, on sait qu'elle en est une quand elle est finie. Et que jusque-là, il vaut mieux être prudent. Mais il y a beaucoup de questions qui sont posées par ces événements. D'abord, pourquoi est-ce que Abdelaziz Bouteflika a voulu, ou son entourage a voulu, un 5e mandat? C'est quand même une question. Qui dirige vraiment l'Algérie, au fond? Autre question. Quel rôle y joue aujourd'hui l'armée? Qu'est-ce qui a, entre guillemets, libéré les Algériens? Qu'est-ce qui fait que, tout d'un coup, on a eu cette masse de population, de jeunes notamment, qui sont descendus dans les rues, alors qu'en 2011, par exemple, la répression avait empêché qu'on ait un phénomène du même type? Qu'est-ce qui reste comme poids du traumatisme de la décennie noire? Est-ce que ça joue encore comme un frein éventuel? Pourquoi les islamistes sont apparemment peu présents dans le mouvement? Je dis bien apparemment. Bon, voilà 6 questions parmi 100. Pourquoi 100? Parce que Akram vient de faire un livre qui nous parle de l'Algérie en 100 questions. Il est là. Je dis toujours du bien des livres des auteurs qu'on invite, c'est la règle du jeu, mais là j'en dirais vraiment beaucoup de bien, parce que Akram s'est contraint à un exercice extrêmement difficile qui consiste à faire des réponses à des questions complexes en 2 ou 3 pages, ou 4 pages au plus. C'est-à-dire on n'est pas dans un flot de paroles dans lequel on se retrouve plus ou moins, on est devant un véritable exercice de réflexion qui va d'une manière très pédagogique, très lisible, très, je dirais même facile à lire, au fond de toute une série de questions historiques, de questions géopolitiques, de questions politiques, de questions économiques, de questions sociétales, etc., etc. Bref, c'est un livre que je vous recommande vivement, et à vous, mais aussi aux jeunes autour de vous, parce que, comme je l'ai lu, en tout cas, ce livre est fait aussi pour un public jeune qui veut entrer dans une réflexion sur ce pays. C'est inutile de présenter longuement Akram. Il est journaliste au Monde diplomatique, il est collaborateur du site Orient 21, il travaille aussi avec Afrique Magazine, il est chroniqueur au quotidien d'Oran. Il y a même eu, je crois, si je me souviens bien, un recueil de chroniques. Et puis, il a publié beaucoup de livres. Je pense à celui pour lequel nous l'avions invité ici, qui s'appelait Pleine Lune sur Bagdad, qui était des nouvelles. Je pense aussi à Retour en Algérie, qui date de 2013, à Être arabe aujourd'hui, qui date de 2011, et puis un livre qui, moi, m'avait beaucoup marqué à l'époque, beaucoup apporté dans la réflexion, qui s'appelait Un regard calme sur l'Algérie, et qui datait de 2005. Voilà. Donc, Akram connaît la règle du jeu. Il a 20 à 30 minutes pour... 20 à 30 minutes, comme tu veux. 20 à 30, voilà. Ça veut dire pas 40. Voilà, oui, hein, oui. pour nous présenter un peu sa vision des événements, peut-être nous dire un peu un mot sur le pourquoi de ce livre, qui a été fait avant. Bien sûr. Voilà, oui. bien sûr.
J'ai rien déclenché. Voilà. Et puis ensuite, ce sera à vous de l'interroger, de le critiquer, de l'applaudir, de le siffler, comme vous voulez. Mais ça nous permettra en tout cas de faire le point sur l'Algérie. Je signale que c'est une occasion assez rare parce qu'il y a peu de lieux en ce moment où on ait vraiment la possibilité d'une réflexion, disons, sérieuse, quoi, sur les événements d'Algérie. C'est à toi. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'IREMO et à Orient 21 de m'accueillir et de permettre ce dialogue et cette rencontre. On a cherché une date, on l'a vite trouvée. Par quoi commencer? Tout simplement par faire écho au titre du livre. C'est un titre qui s'est imposé tout de suite, Le pays empêché. Et on voit bien aujourd'hui à quel point eh bien, il est empêché d'être ce qu'il aimerait être. C'est un pays qui est empêché d'être ce qu'il pourrait être, avec son potentiel, avec à la fois son capital humain. C'est une population de 44 millions d'habitants à peu près. C'est un pays qui va vers ses 60 ans d'indépendance bientôt. C'est un pays riche. Alors il est riche parce qu'il a du pétrole et du gaz naturel, mais pas que. Il a aussi de l'eau, même si effectivement il y a un stress, mais c'est tout de même de l'eau. Et donc l'eau, l'énergie et le capital humain, c'est en règle générale les trois conditions préalables à un vrai développement, à ce qu'on appelait dans les années 90 une émergence. Et quand on regarde toutes les statistiques internationales, alors effectivement l'Algérie a fait énormément de progrès par rapport à ce qu'elle était à l'indépendance, ne serait-ce qu'en termes d'instruction, d'éducation, de progrès médicaux, de progrès sanitaires, mais tout de même, il y a une insatisfaction générale quand on discute avec les Algériens, quand on va en Algérie, par rapport à l'état du pays et par rapport à ce qu'il aurait pu être. Je ne dis même pas à ce qu'il était dans les années 70, 80, ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un pays qui est empêché, qui est entravé, qui a du mal à se libérer, parce que c'est un pays où la démocratie est une démocratie de façade et où finalement les processus de décision échappent à une grande partie de la population. Donc les choix qui sont faits sont des choix qui sont faits par une minorité qui est au pouvoir grosso modo depuis 1962, et c'est une minorité qui considère qu'elle n'a pas à être redevable des décisions qu'elle a pu prendre tout au cours de ces dernières décennies. Alors, pour répondre aux questions de Dominique, ensuite on y reviendra, j'en suis certain, dans la discussion. Au mois de septembre dernier, lorsque j'ai rendu ce livre, le manuscrit, enfin le tapuscrit, la première, disons, version plus ou moins complète, on s'interrogeait de savoir est-ce qu'en avril prochain, donc aujourd'hui, on aurait des élections avec un nouveau candidat du système ou pas. Et les avis autour de moi étaient assez partagés. Beaucoup de gens étaient persuadés, par exemple, que jamais le système n'oserait présenter une cinquième candidature, une candidature à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, et que d'ici là, les différents clans qui composent le pouvoir algérien aurait trouvé une solution, une espèce de candidat de substitution qui aurait garanti, je dirais, une stabilité du système, une transmission en douceur, avec toutes les garanties que le clan, en tout cas que l'entourage du président, exigeait. Finalement, ça n'a pas été le cas, et on a vu en février dernier ce moment clé, à mon sens, qui est cette réunion à la Coupole. Donc la Coupole, c'est un lieu sportif à Alger, c'est une grande salle omnisport où ont lieu souvent des meetings politiques. Et c'est là où le FLN, dans un déluge, je dirais, de vulgarité, de scènes anachroniques, de scènes pour le moins humiliantes pour l'ensemble des Algériens, a proclamé son soutien à un cinquième mandat du président Bouteflika, avec cette cérémonie qui consiste à rendre hommage à un absent via une quasi-adoration de son cadre, ce qui a été beaucoup pour, je dirais, une colère naissante et une ébullition au sein de la population.
La population, le peuple, en grande majorité, n'a pas voulu de ce 5e mandat et l'a fait savoir très vite. Je rappelle que des gens ont été arrêtés début février, avant même qu'on ait les manifestations du 22 février. Des gens ont été arrêtés pour avoir posté leurs photos avec un refus du 5e mandat. Et aujourd'hui, bien entendu, le processus demeure incertain parce qu'effectivement, Abdelaziz Bouteflika s'est retiré de la course. Il a été plus ou moins forcé à partir, ou en tout cas, on a plus ou moins forcé son entourage à retirer sa candidature, mais le système s'est gardé la possibilité de se prémunir et de se prolonger, puisque aujourd'hui, officiellement, on est dans un processus constitutionnel normal, c'est-à-dire que le Parlement, ayant constaté la vacance du pouvoir, a décidé de nommer le président de la Chambre haute du Parlement algérien, du Sénat, président par intérim, pendant 3 mois. Et d'ici 3 mois, l'Algérie devrait donc avoir des élections qui devraient donc avoir lieu en juillet prochain. Sans modification profonde du système, on risque d'avoir une répétition de ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, à savoir un jeu électoral totalement contrôlé, un candidat du système, alors on ne le connaît pas encore, mais il y a pléthore d'offres de services, il y a des gens qui sont prêts, encore une fois, à se présenter avec l'aval du système pour, je dirais, faire semblant que les choses changent alors qu'elles ne changeront pas. On connaît cette fameuse phrase du roman Le Guépard, hein, faire en sorte que les choses changent pour qu'elles ne changent pas. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on brandit le départ de Bouteflika comme étant un changement majeur, alors qu'en réalité, on a les mêmes institutions, il n'y a aucune remise en cause profonde du système algérien, notamment la question des élections. Il faudrait, pour que les choses se passent bien, une vraie instance électorale indépendante. Il faudrait une réforme profonde du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Il faudrait revoir de fond en comble les listes électorales. Est-ce que cela va être possible en 3 mois? Personnellement, j'en doute. Alors on a droit à des déclarations, à des promesses. Est-ce que par exemple l'opposition va avoir le droit d'accéder aux médias publics pendant la campagne électorale, ce qui n'a jamais été le cas par le passé? Est-ce que des gens qui ont fait des demandes d'organisation, en tout cas pour créer des partis politiques, est-ce que leurs formations vont être agréées? Tout ça ne se règle pas en 3 mois. Ce qui m'amène à parler de la revendication principale des gens qui sont dans la rue, c'est par un processus, je dirais, d'auto-alimentation et d'auto-formation. Les gens sont sortis dans la rue la première fois pour dire non au 5e mandat, et puis petit à petit, ces revendications se sont structurées, se sont même légitimées de par le nombre. Hein. On parle à peu près de... Alors, les estimations les plus hautes donnent 20 millions de personnes dans tout le pays qui seraient sorties. Des sources sécuritaires avancent le chiffre de 10 millions, ce qui est impressionnant, c'est-à-dire en gros un Algérien sur 4. Et on voit bien que les revendications ont évolué. On est passé de non à un 5e mandat à on veut une transition réelle et on veut un vrai changement. C'est-à-dire que l'Algérie ne soit plus cette démocratie de façade où tous les instruments théoriques d'un état de droit existent, où il existe une constitution, où il existe un parlement, où il existe un conseil constitutionnel, mais où en réalité tout ça obéit, et je réponds à ta question Dominique, à ce qui est la réalité du pouvoir en Algérie. Et la réalité du pouvoir en Algérie, c'est quelque chose d'assez difficile à cerner, mais c'est tout de même, il y a des acteurs qui sont connus. On dit souvent c'est l'armée qui a le pouvoir en Algérie. L'armée, c'est un mot assez vague pour désigner en réalité ce qu'on peut qualifier parfois d'état profond. Dans un article du Diplo de ce mois-ci, du Monde Diplo, on a, avec un collègue algérien, bien établi la différence entre les militaires en uniforme, c'est-à-dire l'armée traditionnelle, et les militaires en civil, qui sont en réalité les services secrets. Ils ont eu plusieurs dénominations, sécurité militaire, DRS. Ces militaires en civil sont ceux qui détiennent, sont peut-être les plus gros détenteurs du pouvoir en Algérie, mais ils ne sont pas les seuls, parce que le système algérien a toujours fait en sorte qu'il y ait déséquilibre entre
ces différents clans, à savoir les militaires, les services secrets, l'état-major de l'armée, donc les militaires en uniforme, mais aussi la présidence qui est un pôle de pouvoir. On a rappelé aussi dans cet article que, contrairement à une idée répandue, notamment en France, le FLN n'a jamais été pratiquement une source de décision et de pouvoir. C'est une source de légitimation, c'est une source de légitimité révolutionnaire, mais ce n'est pas l'institution qui détient le pouvoir et qui décide. Donc présidence, pouvoir de l'état-major et pouvoir des services secrets. Alors aujourd'hui, tel que les choses ont évolué, on voit bien que le clan présidentiel a été affaibli, puisqu'il n'a pas pu obtenir un 5e mandat. On voit aussi que l'état-major, personnifié par Ahmed Gaïd Salah, a les cartes en main, puisque c'est lui qui force le président en tout cas, qui empêche cette 5e candidature. C'est lui aussi qui impose ce processus transitionnel dont ne veut pas la rue. C'est quand même Ahmed Gaïd Salah qui décide de soutenir le fait qu'on respecte la Constitution, laquelle Constitution a par ailleurs été plusieurs fois violée, non respectée, mais là pour le coup ça redevient un texte fondamental. Et c'est lui qui a décidé, en tout cas, il l'a fait dire, il l'a fait savoir, il l'a exprimé dans un discours, dans ses déclarations, il a décidé et clairement dit qu'il fallait des élections à court terme, ce qui est une manière de soutenir cette transition qui ne change pas le système. Et dernier épisode en date, les services secrets, qui jusque-là dépendaient plus ou moins de la présidence, sont de nouveau rétablis, repositionnés sous le contrôle de l'état-major. Donc ça, c'est un fait majeur qui peut laisser penser qu'on a un rééquilibrage des pouvoirs en Algérie avec un rôle plus actif, plus assumé de l'état-major, c'est-à-dire le chef d'état-major, mais pas que, tous les chefs de région, les commandants interarmes et toutes les personnalités, tous les généraux qui comptent en Algérie. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se déroule, c'est ce qui est établi. Alors, bien entendu, il y a plusieurs manières de voir les choses. Il y a des analyses, des confrères algériens, des politistes, qui estiment que tout ça est de la poudre aux yeux et qu'en réalité, croire à un affaiblissement de l'État profond serait faire erreur. Et que, en réalité, comme toujours, ce serait les services secrets, donc c'est l'État profond que j'évoquais tout à l'heure, qui continueraient à tirer les ficelles et qui auraient d'eux-mêmes organisé ce semblant d'affaiblissement pour différentes raisons. Alors, ce sont plusieurs thèses en présence. Je n'ai pas pour le moment d'éléments pouvant trancher dans un sens comme comme dans l'autre, mais je relève néanmoins que pour le moment, c'est le chef d'état-major qui est à la manœuvre. Alors, est-ce qu'il est à la manœuvre seul? Est-ce qu'il est à la manœuvre en composant avec ses pairs militaires en uniforme et en civil? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, on a du mal à clarifier les choses. Donc il n'en demeure pas moins que ce que veut le chef d'état-major, ce que veut le système, n'est pas recevable par la population. On a des manifestations tous les jours. On a, hier, les étudiants se sont mobilisés dans les grandes villes du pays, notamment à Alger. Signe inquiétant, cette fois-ci, il y a eu répression. Donc, alors, une répression avec usage de gaz lacrymogène, de canons à eau. Des manifestants qui voulaient se rapprocher d'Alger ont été empêchés d'aller à Alger. Et donc, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir comment va se dérouler la manifestation de vendredi prochain, puisque ce sera le 8e vendredi où les Algériens vont sortir dans la rue pour justement dire non à ce gouvernement de transition et pour dire non au président par intérim, qui est très
qui est très décrié par la population. Voilà. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un refus que cet homme, qui a toujours été un homme du système, je parle de Ben Salah, qui a déjà joué un rôle plus ou moins controversé après l'interruption du processus électoral dans les années 90 en prenant la tête d'un parlement désigné, et qui a été placé à la tête du Sénat de par la volonté du clan présidentiel de l'époque, de par Abdelaziz Bouteflika. En clair, ce n'est pas un réformateur, ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas quelqu'un dont il faut attendre beaucoup en matière de changement du système. Donc là, on touche un peu le moment, je dirais, de vérité. Parce que l'armée, dans un premier temps, qui avait semblé être solidaire du clan présidentiel, a fini par se ranger aux côtés de la revendication de la population et a exigé un départ du président Bouteflika, que ce soit par le biais de l'empêchement ou par le biais de la démission. Bouteflika n'est plus là. Aujourd'hui, l'armée veut une transition classique, rapide. La population veut vraiment autre chose. La société civile ou les sociétés civiles, la société civile en essence, en formation, les différentes organisations, de nombreux partis politiques, notamment d'opposition, veulent une vraie transition. Et c'est ce qui, à mon sens, va faire l'actualité aujourd'hui et dans les semaines qui vont venir. Voilà, c'est le premier tour d'horizon. Je suis sûr qu'il y aura des questions peut-être plus précises auxquelles je me ferai une joie d'essayer de répondre. Merci pour votre attention. Merci Akram. On a un micro qui va venir pour qu'on la vidéo vous entende. Il faut attendre le micro. Il y a un monsieur devant. Voilà. Merci. Quand on parle du clan Bouteflika, ça couvre quoi en dehors du frère? C'est une famille, ce sont des industriels, ils ont une marge. Et aujourd'hui, est-ce que l'armée veut vraiment les éliminer? Une seconde question qui est un peu marginale, vous ne répondrez peut-être pas. Comment vous parvenez à avoir des informations dans le système? On dit à la fois qu'il est opaque et en même temps il y a beaucoup de choses qui circulent. Je sais bien qu'il y a toujours beaucoup de bruit à Alger. Alors comment fait-on un métier? Vous pouvez faire votre métier en ce moment avec toutes les contraintes qui existent en Algérie? Alors pour répondre à... Attends, tu veux prendre une à une? Non. Encore deux, trois questions, et puis comme ça on regroupe, ça te laisse le temps. D'accord. Bonjour. Deux petites questions. La première concerne ces vidéos terribles qui circulent et qui incitent les hommes à agresser les femmes qui manifestent. D'ailleurs, on a vu déjà que ces appels connaissent une concrétisation sur le terrain. Ces vidéos sont financées par des services algériens ou bien par des wahhabites, comme on sait, ils ne sont pas partisans de la liberté ni de la démocratie. Et deuxième question, est-ce que l'école, entre guillemets, d'un certain, le dictateur, j'ai oublié son nom, de Syrie, Assad, est-ce que l'exemple de Assad n'est pas en train de se dessiner en Algérie? Parce qu'on a entendu hier, ou j'ai lu, qu'il y a eu des manœuvres militaires à balles réelles dans certains coins de l'Algérie. Est-ce un message pour les manifestants? Encore une question, oui. Merci. Ma question est liée à tout ce qui nous impressionne dans les manifestations. Ce n'est pas seulement leur aspect pacifique, mais c'est la maturité des Algériens. Et ils ne se comportent pas en victimes, ils se montrent responsables, prêts à jouer un rôle dans l'histoire. Ils ont l'air d'assumer leurs propres droits et de ne pas attendre à ce qu'ils soient accordés par le régime. Alors, ma question, comment vous expliquez cette maturité de la société civile en Algérie, tellement sous-estimée pendant si longtemps par le régime, quand le régime ne lui offre pas d'occasion de s'organiser ou de s'exprimer?
Merci beaucoup. On y va comme ça. Oui, très bien. J'ajoute une question qui se branche un peu sur celle de monsieur. On a eu quand même l'impression tout d'un coup que la toile de fond nous apparaissait pendant quelques jours où l'état-major menaçait concrètement les membres du clan de les faire tomber sur des questions de corruption. Et quand même, moi, ça m'a frappé. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait vraiment un bras de fer. C'était pas du bidon. Visiblement, il y a eu des arrestations. Enfin, il y a eu des... Donc, il y a aussi une dimension, on dirait ailleurs, oligarque de toute cette crise, quoi. Alors, en ce qui concerne que signifie l'expression le clan présidentiel, alors effectivement, c'est à la fois ce qu'était le président lui-même, son entourage direct, familial, c'est-à-dire les conseillers spéciaux, qui étaient ses frères, notamment Saïd, universitaire, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si on fait un bref historique de l'évolution du pouvoir en Algérie ces 20 dernières années, l'une des clés, c'est de regarder à quel point Abdelaziz Bouteflika a miné l'État algérien, l'administration algérienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait et dont un talent réel pour se construire des réseaux de fidélité, des réseaux clientélistes qui allaient très loin et à tous les niveaux. Donc quand on parle de clan présidentiel, c'est un ensemble, je dirais, de fidélité, d'allégeance dans l'administration, dans la machine préfectorale par exemple, dans la représentation diplomatique, dans l'armée aussi. Ce n'est pas anodin que de rappeler que l'actuel chef d'état-major était promis à une mise à la retraite en 2002. Et celui qui va le chercher et qui le sort je dirais, du placard, c'est Bouteflika lui-même, qui est aussi engagé dans une stratégie de mise à l'écart de tous les militaires qui pouvaient lui porter ombrage, en tout cas le maximum. Donc c'est ça le clan présidentiel. Le clan présidentiel, c'est aussi tous ces hommes d'affaires qui ont pu réaliser et amasser des fortunes assez impressionnantes en 20 ans, en 15 ans, qui ont obtenu des contrats publics, qui ont obtenu des positions monopolistiques, de fait, en termes d'importation. Voilà un peu quelle a été cette, je dirais, nébuleuse réelle. C'est aussi tous les hommes qui ont compté dans les différentes instances parlementaires. Je rappelle que dans le Sénat algérien, il y a des sénateurs qui sont désignés par le président. Donc ce sont ses fidèles. Parmi eux, l'actuel président par intérim. Dans la Chambre basse, beaucoup de gens doivent leur poste, leur mandat, au fait que, d'une certaine manière, l'administration a pesé pour qu'ils soient élus, sous l'étiquette du FLN ou sous l'étiquette du RND, l'autre parti présidentiel. Voilà un peu... Bouteflika ne s'est pas contenté de rester d'agir juste au niveau de la présidence. Il a essayé d'étendre son influence le plus loin possible et à tous les niveaux possibles. Et effectivement, l'un des leviers que l'armée a utilisé récemment a été de le menacer par personne interposée, c'est-à-dire on a arrêté une ou deux personnes, on a interdit de sortie du territoire des hommes d'affaires. Je dirais que tout ceci n'est pas non plus le signe d'un changement profond. C'est pas la vertu soudainement retrouvée. C'est un règlement de compte. Pour le moment, il n'y a pas... Ces gens ont des droits aussi détestables soient-ils. Pourquoi hier était-il à un niveau aussi élevé? Pourquoi aujourd'hui, soudain, on les retrouve pointés du doigt alors qu'il y a une espèce de sélection qui s'opère entre les noms des uns et ceux des autres? Sur les sources, ce qui est difficile, c'est d'avoir la déclaration officielle. Des sources
il y en a plein en réalité en Algérie. Beaucoup de gens vous parlent. Il y a d'ailleurs une caractéristique commune à tous les gens qui s'expriment, qui rencontrent les médias. Il y en a deux. Il y a deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que, et c'est saisissant, quand on discute avec un haut responsable algérien, on a toujours l'impression qu'il est dans l'opposition. C'est-à-dire qu'il est porteur d'un discours critique à l'égard d'un système dont il fait lui-même partie, mais dont il s'estime affranchi. Et c'est toujours très intéressant. C'est-à-dire on n'a jamais des discours qui assumeraient à un moment ou à un autre la responsabilité. L'autre caractéristique, elle est fondamentale, c'est que vous avez beaucoup d'intox. Donc voilà, on parle aux gens, mais il faut se méfier de ce que les gens vous racontent, parce qu'il y a soit ceux qui ne savent pas et qui parlent, soit ceux qui savent et vous intoxiquent de manière délibérée. Je prends un exemple. Pendant des années, certaines personnes se sont amusées à convaincre de manière régulière la presse que le président était à l'article de la mort et que voilà. Et donc on a vu surgir de manière régulière des rumeurs, et qui venaient pas simplement de la rue, qui venaient de gens, de personnalités qui, dès le lendemain, ont fait mine d'oublier ce qu'elles vous avaient raconté. Donc voilà un peu. Donc c'est avoir des informations, avoir des interlocuteurs, je dirais pas que c'est très facile. C'est une histoire d'habitude de rencontrer les gens. Par contre, s'assurer de la fiabilité de l'information, ça c'est autre chose. C'est vraiment très difficile. Donc c'est une histoire de. Quant à la règle de pouvoir recouper l'information selon deux sources indépendantes, elle est quasiment impossible à appliquer. Si vous avez un officier qui vous parle de telle ou telle chose qui se serait déroulée de tel ou tel conclave, c'est très difficile d'aller appeler le ministère de la Défense nationale en demandant si tel ou tel conclave d'officiers supérieurs a bien eu lieu. Donc on fait avec. Voilà. Sur les vidéos, alors moi j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu une qui a défrayé la chronique, qui était celle de quelqu'un vivant à Londres, si je ne... Oui, oui. Alors, est-ce que c'est une initiative personnelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui a voulu faire peur aux femmes? Enfin, franchement, je sais que bien mal lui en a pris, puisqu'il a quand même été très attaqué sur les réseaux sociaux, y compris par des hommes, des gens qui ont réussi à avoir ses coordonnées et qui l'ont menacé directement. Je sais que la manifestation de vendredi dernier a été une manifestation où beaucoup de gens ont clamé leur souci de protéger les femmes qui manifestaient, etc. Donc effectivement, comme dans tout élan peut-être révolutionnaire, on ne sait pas encore, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand la société s'ouvre et qu'elle décide de réclamer ses libertés, toutes les revendications remontent. Et une des revendications fondamentales en Algérie, c'est la réforme du statut de la femme, la fin du code de la famille, etc. Certains jugent que c'est le moment, d'autres jugent que ce n'est pas le moment. C'est un vrai débat. Et puis, de toutes les façons, la société algérienne ne va pas être modifiée parce que tout le monde est sorti pour dire non au système. Il y a encore des clivages, et ces clivages, tôt ou tard, ils vont ressortir. Par contre, vous avez parlé de quelque chose d'important, c'est faire peur aux manifestants. À l'automne dernier, la télévision algérienne a diffusé des images insoutenables. C'est des archives des massacres des années 90. Donc, c'était des archives, des images qui avaient été tournées vraiment dans les heures qui ont suivi la découverte de ces massacres commis dans des villages, parfois à proximité d'Alger. Et les gens y ont vu une manœuvre pour dire, voilà, clairement, c'est ou le pouvoir ou le chaos. Et ce que nous apprennent les événements aujourd'hui, c'est que ce discours ne marche plus. Il a marché pendant longtemps. Il a marché en 2014, quand une partie de l'opposition algérienne, des intellectuels, ont manifesté contre le 4e mandat et que la rue n'a pas suivi. J'ai souvenir qu'en 2014, les gens se faisaient embarquer rue d'Idouche Morad, donc l'une des rues principales d'Alger, sous le regard plutôt désabusé, voire goguenard, des jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes-là, ce sont eux qui sont en première ligne. Il a fallu attendre une génération. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de manifester aujourd'hui, la dernière fois, je voyais un reportage, les gens, ils sont nés en 95, ils ont de vagues souvenirs de la décennie noire, et ils ont entendu parler de ça pendant 20 ans. Aujourd'hui, ça y est, pour eux, on passe à autre chose. Donc on n'arrive plus à leur faire peur de cette manière.
Et sur l'école d'Assad, là aussi, c'est-à-dire que les Algériens ont en tête la manière dont les printemps arabes ont dérapé, notamment en Syrie et en Libye. C'est-à-dire qu'il y a deux choses fondamentales à préserver, sinon les choses effectivement dérapent. Première chose à préserver, c'est le caractère pacifique. C'est-à-dire que si vous êtes comme en Syrie, à un moment donné, si effectivement les forces de l'ordre commencent à user de violence et de violence lourde, la tentation est grande pour une partie des manifestants de s'armer, et c'est le cycle infernal en termes de réponse. Et l'autre chose fondamentale à laquelle tous les Algériens tiennent, et c'est répété, c'est pour ça que c'est la non-ingérence. C'est-à-dire, grosso modo, de dire à tout l'étranger, à commencer par la France de Macron, mêlez-vous de vos affaires, ne vous en mêlez pas. Voilà. Et c'est-à-dire parce qu'on n'a pas envie que ça prenne une tournure libyenne où des opposants viendraient ici se faire recevoir à l'Élysée pour que l'OTAN demain aille bombarder leur pays. Voilà. Les Algériens, ça c'est un scénario qu'ils rejettent. C'est un scénario d'ailleurs qui les fait avoir été toujours très réticents, voire hostiles par rapport au processus des printemps arabes. Et ça rejoint donc la dernière question. Je pense qu'on est dans un monde où on apprend grâce aux réseaux sociaux, grâce aux échanges, grâce aux documentaires. Les Algériens sont très connectés. Il y a un chiffre à peu près je cite de mémoire, de 20 millions d'Algériens qui sont connectés à Facebook, par exemple, donc qui lisent, qui voient des documentaires, qui voient des vidéos, qui entendent, qui échangent. Et cette maturité, elle vient de là. Elle vient de là, à mon avis, dans la volonté de préserver à tout prix le caractère pacifique des manifestations et le refus que ce soit instrumentalisé à l'étranger. Ça, c'est deux choses fondamentales. À cela se greffent d'autres choses, notamment le fait qu'il y a toujours des choses qui préparent à ce genre de mouvement. L'une d'entre elles étant la politisation, elle n'est pas totale, mais elle existe, d'une partie de la jeunesse, celle qui fréquente les stades. C'est-à-dire que depuis 5-6 ans, on a vu que dans les stades algériens, les revendications politiques ont commencé à être reprises en chœur. Elles ont fait l'objet de chants. C'est le one-two-trisme, alors? C'est plus que... Alors, le one-two-trisme, c'est autre chose. Non, mais là, c'est plus de la défiance à l'égard du régime. Et l'histoire retiendra, par exemple, que la finale de la Coupe d'Algérie, il y a un an, en mai 2018, a été un moment d'une violence verbale assez importante d'une partie du stade, notamment les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie, à l'encontre du cadre du président, de la personne même du Premier ministre, Ahmed Yahya de l'époque, mais aussi des policiers et des militaires qui étaient présents, qui avaient leur tribune pour assister, c'est assez traditionnel en Algérie, qui avaient leur tribune et que le reste du public a insulté en leur disant, dans des mots bien plus, je dirais, crus que ce que je vais dire, qu'ils avaient mené le pays à la faillite. Et ça a été pour moi un moment assez intéressant à relever. Voilà. D'autres questions? Alors, là-bas et ici. Merci. Bonjour, merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la manière dont ce qui se passe en Algérie est vu par ses voisins et peut-être plus largement par le reste du monde arabe, entre guillemets, et si je peux préciser, à la fois par les régimes et par les populations. Et ensuite, j'ai une question justement sur le caractère pacifique. On a beaucoup insisté dans les médias sur le caractère pacifique des manifestants, qui était tout à fait remarquable. Mais moi, j'avais aussi été frappé par le faible degré de répression, en tout cas jusqu'à une période récente, d'après ce que j'ai compris. Comment vous expliquez ça? Est-ce que ça pourrait s'expliquer parce que vous avez expliqué sur les différents pôles que finalement, tant que la cible était Bouteflika lui-même, ça ne dérangeait pas, et que maintenant c'est l'ensemble, là ça se corse un peu, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Bonjour. Et je souhaiterais que vous puissiez revenir sur la notion de clan. Il
je vais dire un mot en arabe, mais que je vais essayer de traduire. Ben Ammis. Mon oncle. C'était le système de mon oncle, Ben Ammis. Moi, j'ai toujours connu ça. Il y a très longtemps, hier, avant-hier, aujourd'hui, peut-être demain. Ma question, pour être plus précis, c'est si je fais le parallèle avec ce que vous avez dit par le système qui est installé, on nomme des sénateurs, on organisait en fait les systèmes de pouvoir. Si un système de pouvoir, qu'est-ce qu'on a comme contre-pouvoir démocratique, associatif, syndicat, etc., etc. Parce qu'en fait, si on veut prendre la place, il faut se battre pour la prendre. Et ceux qui occupent la place, ils vont tout faire pour la garder et nous empêcher de la prendre. Donc ce qui se passe, ça a l'air remarquable. Même Benjamin Stora, à la question à Macron, qu'est-ce qu'on fait? Il présente la jeunesse algérienne comme une jeunesse civilisée en faisant référence à un dessin de Dilem, où d'un côté, sur le dessin caricatural, les gilets jaunes flambent la France, et de l'autre côté, c'est la colombe, c'est les cœurs, c'est les bisous, tout va bien. Voilà, je pense que c'est assez clair. Merci. Bonjour. Moi, je me souviens le 26 février d'un Gaïd Salah qui, d'un ton menaçant, traitait les manifestants d'égarés. Il change de discours une semaine, 2 semaines après. Est-ce qu'aujourd'hui, le choix de rester dans la Constitution n'est finalement pas une posture pour gagner du temps et préparer une feuille de route extra-constitutionnelle? Deuxième question, c'est sur l'ingérence. On connaît un peu le rôle des Émirats dans les contre-révolutions. Quel est le rôle des Émirats arabes unis quand on connaît les déplacements de Gaïd Salah ces dernières semaines? Je pense qu'il y est allé 2-3 fois. Encore une, Rita, oui. Oui, en fait, moi, c'est parce que c'est vrai que ces événements en Algérie nous ont donné une espèce d'espoir, c'était beau. Et donc, je me disais, je préfère réfléchir à l'avant, à l'après. C'est quoi une transition acceptable? Un peuple se révolte, encore que on dit les Algériens, les Français, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de Français, il y a certainement plusieurs Algériens, plusieurs types d'Algériens. Et deuxièmement, comment eux, ils imaginent que cette transition va se passer? C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans le contexte actuel. Akram ? D'accord. Alors, sur le 26 février, effectivement, le discours avait été très dur. Et on s'est dit, il est en train de siffler la récréation. Et puis la réponse, c'est que les gens sont sortis dans la rue encore plus nombreux et que tout d'un coup, il s'est mis à parler du peuple, des articles 7 et 8 de la Constitution qui font référence à la souveraineté populaire. Et donc, il y a eu un changement, effectivement, de position assez importante. Alors, vous avez raison de poser cette question parce que, l'une des caractéristiques fondamentales du pouvoir algérien, ça a toujours été de gagner du temps. Quand il est contesté, on l'a vu par exemple après les événements d'octobre 1988, quand l'armée a tiré sur la jeunesse et que le pouvoir a promis des réformes, et qu'effectivement il y a eu des réformes, notamment une ouverture politique, la presse, le multipartisme, la fin du FLN parti unique, mais aussi l'armée qui se retire du FLN. Je rappelle que jusqu'en 1988, l'armée faisait partie du comité central du FLN. Et ça a été un gain de temps, parce qu'en réalité, le Chadli est resté, le président de l'époque, est resté au pouvoir, il n'a pas démissionné. Cette fois-ci, effectivement, il s'est donné quelques mois pour trouver pour répondre à un défi que visiblement il n'avait pas réussi à surmonter au cours de ces dernières années, c'est-à-dire trouver un remplaçant à Abdelaziz Bouteflika qui rassure tout le monde, qui ne remette pas en cause
les grands équilibres du pouvoir algérien, à savoir la répartition de la rente, des contrats d'importation, des positions économiques, etc. Oui, vous avez tout à fait d'accord. Alors, est-ce que la grande question qui se pose, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une décision de l'état-major, tout seul? Est-ce que c'est une décision prise en concertation avec les services de sécurité qui, eux aussi, ont besoin que l'Algérie gagne du temps? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais effectivement, c'est un moment important du processus. Mais on voit bien qu'on est revenu à une position médiane. C'est-à-dire que là où on avait cru soudainement, peut-être naïvement, que l'armée se rangeait aux côtés des manifestants et qu'en invoquant les articles 7 et 8 de la Constitution, ça allait peut-être ouvrir la voie à une transition réelle. Là, on est dans le 112, c'est-à-dire une transition classique qui fait en sorte que personne ne peut penser qu'un changement peut s'opérer en 3 mois. Et ça m'amène à répondre à votre question, madame. Ce que veulent les Algériens, alors effectivement, les Algériens, c'est 40 millions, plus de 40 millions d'habitants, c'est plusieurs points de vue. C'est toujours très difficile de dire voilà ce que les Algériens pensent. Mais en tous les cas, il y a aujourd'hui un très fort courant de la population, des manifestants, qui s'exprime clairement vers une refonte du système, c'est-à-dire une remise en cause du système politique tel qu'il a existé jusqu'à aujourd'hui. Et en ce sens, c'est peut-être pas encore révolutionnaire, mais c'est pré-révolutionnaire. Il y a une volonté de changer le système, c'est-à-dire de mettre bas un système qui a toujours existé jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde sait que ça ne peut pas se faire en 5 minutes. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je prends l'administration, les 48 wilayas préfectures sont tenues par des préfets qui ont tous été nommés avec l'aval de la présidence. Et donc, si on veut changer les choses, soit ces gens-là font amende honorable et servent la Deuxième République si c'en est une, soit il faudra qu'ils s'en aillent eux aussi. Et donc, effectivement, on parle beaucoup de ce slogan que les Algériens répètent à l'envi, c'est-à-dire qu'ils dégagent tous. Beaucoup de gens disent oui, mais c'est le degré zéro de la politique. Peut-être, mais c'est en même temps une réalité, parce que les gens ont conscience, comme vous dites, monsieur, de ce clientélisme, de ce bniamisme, c'est-à-dire de soit l'une des expressions, c'est il est des nôtres, un ta'na, c'est soit vous êtes dans le système, soit vous n'êtes pas. Si vous voulez faire partie du système, il faut que vous fassiez allégeance. Soit on est dedans, soit on est à l'extérieur. La grande question, c'est comment on rétablit les choses, et on voit bien qu'il n'y a pas encore de réponse. Mais les gens ont en tout cas une certitude, c'est que ce n'est pas l'actuel président par intérim qui va faire ça, et ce n'est pas en 3 mois qu'on va purger des décennies de clientélisme, de régionalisme. Il y a cette dimension aussi. Il faut tout de même dire que le clan Bouteflika, c'est un peu les gens de l'Ouest qui ont pris un peu l'ascendant sur le reste des régions de l'Algérie. Et c'est très difficile il faudra du temps. Il faudra énormément de temps pour justement purger ce système-là, à la condition, de toutes les façons, que les vrais décideurs, notamment l'armée, l'acceptent. Et ça m'amène à répondre à la question des ingérences, c'est-à-dire que dans le monde arabe, depuis 2011, on voit bien qu'il y a des pays qui ont refusé très vite les élans populaires révolutionnaires. On a vu ce qui s'est passé à Bahreïn avec une intervention étrangère des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. On voit bien que, bon, alors c'est peut-être pas une conséquence de la question révolutionnaire, mais l'intervention militaire saoudienne au Yémen se nourrit aussi de ça. On voit bien que, par exemple, la Tunisie est un terrain de manœuvre, d'un affrontement qui ne dit pas son nom
entre plusieurs puissances, je dirais, réactionnaires, que sont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, dont on parle peu. On parle peu des Émirats arabes unis en France, d'un pays qui est devenu une espèce de Sparte, avec une armée qui intervient, qui cherche vraisemblablement la partition de Yémen, qui soutient le maréchal Haftar, qui vient de lancer une offensive sur Tripoli en Libye, et qui donc ne voit pas d'un bon œil ce qui peut se passer en Algérie. D'ailleurs, beaucoup de manifestants en Algérie exhibent des slogans, en tout cas des pancartes hostiles aux Émirats arabes unis. Alors, quelle est la capacité de nuisance de ces pays-là ? Elle est réelle, ne serait-ce que parce que, par exemple, si vous avez une offensive militaire du clan Haftar contre Tripoli, ça donne un prétexte à l'armée algérienne pour dire le danger est à nos frontières, il va falloir se calmer, parce que voilà, le maréchal Haftar, qui effectivement par le passé a eu des déclarations assez hostiles à l'égard de l'Algérie, donc on peut faire une construction médiatique assez facile et justement mobiliser le one-two-trisme, c'est-à-dire ce chauvinisme exacerbé des Algériens. Bon, voilà ce que ça pourrait déclencher. Juste une question pour compléter. On parle de ces manifestations massives, enfin c'est quand même un mouvement d'une ampleur jamais vue, quoi. Comme si ça allait de soi. Enfin, je ne dis pas que tu le fais, mais on en parle ici, quoi, entre nous. Oui. Mais ça ne va pas de soi du tout. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable, quand on y réfléchit, que le traumatisme des 100 à 200 000 morts de la décennie terrible ait été vaincu, parce qu'il est vaincu, ce traumatisme, de toute évidence. Les gens vont outre, quoi. Mais aussi ce qui s'est passé en Syrie. La tragédie syrienne, qui est quand même pour l'ensemble du monde arabe une leçon terrible et qui est difficile à accepter, là encore, elle n'empêche pas ce mouvement populaire. Donc il se passe quelque chose, je trouve, oui, qui est certainement à dimension algérienne, mais au-delà, sans doute, à dimension arabe. On a l'impression que malgré tout, on est dans une période de mobilisation populaire assez exceptionnelle, quoi, assez exceptionnelle. Oui, c'est ce qui inquiète d'ailleurs, vous me posez la question sur les réactions, c'est ce qui inquiète beaucoup même en Tunisie, qui est le pays où on est dans une transition démocratique. On peut remarquer qu'exception faite de quelques organisations de la société civile, notamment l'association des femmes tunisiennes pour la démocratie, des femmes démocrates, il y a une discrétion totale par rapport à ce qui se passe, y compris de la part du régime tunisien, parce que, eh bien, dans une situation où tout n'est pas encore parfait, où il y a énormément de difficultés, on ne peut pas exclure que les Tunisiens, demain, soient tentés, eux aussi, de réinvestir la rue, parce que les promesses de 2011 n'ont pas été tenues. On est dans un mouvement, alors peut-être que les politologues vont s'en emparer, moi je vois passer beaucoup de papiers ou de similitudes assez intéressantes. Vous avez des gens qui nous expliquent que finalement on est dans un énième, je dirais, écho à ce qui s'est passé en 88 en Algérie. D'autres disent clairement, vont même plus loin, ce qui pourrait choquer certains, c'est qu'ils disent on est dans un mouvement qui s'inscrit clairement dans ce que la révolution islamique iranienne a généré comme mobilisation populaire, comme revendication de modification et de changement. Ça ne veut pas dire que c'est une démarche, c'est un mouvement islamiste ou islamique, mais que c'est l'irruption de volonté populaire longtemps contenue pour différentes raisons et qui là s'exprime de manière assez massive. Et les Algériens sont eux-mêmes les premiers surpris par rapport à ça. C'est-à-dire que le 22 février, beaucoup de gens étaient, on le voyait par les témoignages, surpris d'être aussi nombreux dans la rue. Vous n'avez pas dit un mot des partis politiques. Je voudrais juste, avant de dire, sur les gilets jaunes et sur... alors effectivement, dans un premier temps, l'armée, enfin pas l'armée, mais la police et la gendarmerie en Algérie ont été très conciliants. Ils le restent encore. On va voir comment ça va se passer vendredi, même si hier, je vous dis encore, il y a eu des frictions. Mais
le niveau de violence d'une manifestation, il faut être deux. C'est souvent les forces de l'ordre qui décident si une manifestation va être violente ou pas. C'est-à-dire que quand vous avez des manifestants qui arrivent et qui sont immédiatement gazés, à qui on envoie tout de suite des grenades de désencerclement, vous avez en face des réactions de violence. Donc, personnellement, je n'aime pas trop cette analogie, enfin cet antagonisme qu'on fait et sur lesquels beaucoup de politiques et d'hommes de presse aussi en France se sont précipités, qui consiste à mettre en valeur, en exergue le caractère, je dirais, exceptionnel des manifestants et pacifiques en Algérie, par opposition à des gilets jaunes qui seraient des sauvages et des casseurs. Je pense que c'est vraiment très dangereux de faire ce genre ce genre d'opposition. D'autres questions? Oui, allez-y. Dans ces régimes non démocratiques, généralement, génèrent des despotes. Or, ici, on parle toujours par abstraction de système, de régime, de l'armée, l'état-major. On ne personnalise pas ce despotisme du pouvoir. Moi, je suis dans l'attente du despote. Pourquoi n'émerge-t-il pas? Bonjour. Moi, j'ai deux petites questions, s'il vous plaît. Une, c'est par rapport éventuellement. Une, c'était par rapport éventuellement à l'implication des services dans le déclenchement de ce mouvement, c'est-à-dire le DRS. Moi, j'ai marché tous les vendredis. Effectivement, le caractère pacifique et très organisé était un petit peu intriguant parce que c'est tellement parfait. On n'a jamais vu ça. Moi, j'ai beaucoup marché en France quand j'étais étudiant à l'UNEF. On ne peut pas marcher mieux que les Français ou les Allemands dans un calme serein. La France, c'est la mère de la Révolution. C'est tellement parfait, c'est inimaginable. Vous avez des pompiers, des ambulances, vous avez des gens qui distribuent de l'eau, vous avez des gens qui préparent des drapeaux. Il y a une logistique très importante dans les manifs. Et c'est des manifs qui réunissent 200 000, 500 000 personnes. La manif à Alger de 8 mars, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est extraordinaire. Donc, vu que les services ont été marginalisés un peu par Boutef, le DRS a été capté par Boutef au niveau de la présidence. On s'est posé comme ça la question de savoir est-ce qu'ils n'ont pas senti le bon moment pour éventuellement le faire partir par la rue, parce que je pense que les généraux qu'ils ont arrêtés, soupçonnés de corruption, c'était de la fumisterie. Parce que soupçonner des généraux de corruption, c'est soupçonner tout le pays de corruption. Il n'y a pas une personne qui n'est pas, enfin du moins, qui est dans l'administration et qui n'est pas corrompue. Voilà, donc voilà, la question c'est ça. C'est est-ce qu'il n'y a pas la main des services? La deuxième question, est-ce qu'on peut miser sur la jeune garde de l'armée pour éventuellement s'opposer à l'état-major et de reprendre le dessus et éventuellement d'être vraiment du côté du peuple? Voilà la question. Il y avait derrière et puis devant. Ah oui, moi je crois, bonjour. Vous avez beaucoup décrit tous les obstacles possibles qui vont se dresser, qui se dressent déjà à une éventuelle deuxième république en Algérie. Mais je n'ai pas entendu parler de penseurs ou de politiques ou de gens exilés qui seraient en train de nous mijoter une deuxième ou un projet de deuxième république en Algérie qu'on attend tous, mais qui effectivement ne manquera pas de se heurter à tout ce que vous avez décrit, et notamment, je pense aussi, aux filtres qui ne manqueront pas d'apparaître pour valider les candidatures. Voilà. Merci. Monsieur, ici, ça fait longtemps. Une question très courte. Les détenteurs directs du pouvoir économique en Algérie, notamment dans les secteurs clés que l'on connaît, comment voit-il l'avenir politique de l'Algérie et comment se positionne-t-il face à la crise actuelle?
Voilà. Madame, et puis on donne la parole à Akram. Eh ben, je rejoins un peu ce que disait le monsieur derrière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a à l'heure actuelle un parti politique ou un individu qui ressort et qui puisse être porteur des revendications actuelles? Autrement dit, qui va-t-il y avoir comme candidat aux élections prochaines? Dans l'opposition, bien sûr. Alors, le despote. Dans les années 70, Boumedienne était au pouvoir en Algérie. Beaucoup le considéraient comme étant un despote. C'était l'homme fort de l'Algérie, mais il n'était pas détenteur d'un pouvoir à 100%. Il devait compter avec ses pairs du Conseil de la Révolution. Il devait compter avec ceux de ses camarades du clan d'Oujda qu'il n'avait pas éliminés. Donc l'idée du despote omnipuissant et régnant en maître sur un pays, ça ne s'applique pas à l'Algérie. Je ne pense même pas que ça puisse s'appliquer à d'autres pays arabes, même si on a toujours l'image. Saddam Hussein était puissant, ultra puissant, mais il n'était pas seul à diriger l'Irak. Hafez al-Assad, idem, et son fils, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un moment où vous avez une personnalisation du pouvoir, mais ensuite vous avez des équilibres internes. Et il se trouve qu'en Algérie, Bouteflika, à un moment donné, au fait de sa puissance, c'est-à-dire la période entre 2010 et 2012, Bouteflika a été au fait de sa puissance. C'est, si j'ose dire, ce qu'on a mis dans le papier, c'est la nature qui l'a trahi. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu son accident cardiovasculaire, on ne serait peut-être même pas en train de discuter aujourd'hui et on aurait eu droit à un 5e mandat. C'est ce qu'il a empêché, si vous voulez, de réaliser pleinement sa stratégie, parce qu'en 2012-2013, il a quasiment réussi dans son travail de sape, c'est-à-dire qu'il a affaibli notamment l'armée et surtout, quand je dis les a affaiblis en termes de capacité de nuisance et de contre-pouvoir, et les services secrets. Il avait réussi je dirais, à faire quasiment le vide. Et c'est sa maladie qui oblige son entourage à recomposer, à rechercher des alliances pour atténuer la faiblesse du président, à trouver des compromis. Est-ce que je peux juste arrêter là-dessus pour dire, lisez le livre, parce que parce qu'il y a toute une dimension historique que tu n'as pas le temps de développer ici. Sûr. Mais l'Algérie d'aujourd'hui, elle vit dans un cadre qui s'est installé depuis la guerre d'Algérie, proprement dite. Depuis les premières expériences, Ben Bella, ensuite Boumedienne. Il y a un système dans lequel l'armée joue un rôle très particulier. Et on ne peut pas aujourd'hui réfléchir sans revenir à cette dimension historique qui est traitée, et de manière très très pédagogique, encore une fois, dans le livre. Et le danger dans cette affaire, c'est qu'effectivement, quand Boumedienne meurt en 79 et que Chadli le remplace, tout le monde rigole, parce que Chadli est le chef de la région militaire de l'Oranie, mais tout le monde le connaît comme étant un joueur de belote, et les gens se sont dit, bon, ça va être une marionnette, et voilà, d'autres auront le pouvoir. Sauf que, dès lors que vous êtes à la présidence de la République, dès lors que vous avez le pouvoir de signature, c'est-à-dire qu'avec une signature, vous envoyez un général, un colonel à la retraite, vous démettez un gouvernement, vous devenez puissant. Et Chadli, à la fin des années 80, est un homme puissant. Il sera démissionné de force, sous la menace, par les officiers, les généraux, qui ne lui ont pas laissé le choix, mais c'était un coup d'État. 92, janvier 92, c'est un coup d'État. Donc voilà un peu. Et le fait de faire partir Bouteflika, même si l'armée est puissante, elle a besoin à un moment donné de recourir à la menace en arrêtant certains oligarques et en faisant pression sur lui par le biais de la presse. Sur les services, c'est une très bonne question. Parce que je pense que ce qui concerne l'Algérie est souvent lu sous l'angle de, je dirais, l'omniscience et la capacité incroyable des services de sécurité à tout organiser. On explique souvent les événements en Algérie comme étant pensés, planifiés par les services. Ça donne un cachet, je dirais, inattaquable. Ça donne une espèce d'image de service omnipuissant. Un peu complotiste.
Oui, alors ça, récemment, parce qu'on a maintenant les discours sur le complotisme, etc. et tout. Alors effectivement, peut-être que les manifestants, les manifestations ont été exploitées par les services comme levier pour déstabiliser le clan présidentiel. C'est très possible. Mais je ne vois pas ces services être capables de déclencher un mouvement d'une pareille ampleur, ou alors c'est que ce serait des services inégalables de par le reste du monde. Donc ils pourraient faire en sorte que l'Algérie aille bien mieux, ou s'ils arrivent à faire ça, ils pourraient faire autre chose aussi. Donc voilà un peu, en octobre... Alors, ce qui caractérise aussi le système algérien, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de tentatives, et souvent c'est des manipulations qui tournent mal. Octobre 88, on ne sait toujours pas ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'on a poussé une partie de la jeunesse à sortir dans la rue? Est-ce qu'on a essayé de la manipuler? Le résultat, c'est que ça a été un résultat que visiblement une partie du pouvoir n'espérait pas. C'est-à-dire qu'on a obligé le FLN à se retirer de la vie, à ne plus être le parti unique, etc. Donc là, encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que s'il y a cette explication qui consiste à dire que ce sont toujours eux qui tirent les fils, et que tout ça est organisé, et que, ma foi, on a tort de dire qu'ils sont affaiblis, parce que non, ils ne sont pas affaiblis, ils ont toujours 2-3 coups d'avance sur le reste de la population. C'est très beau à concevoir, c'est peut-être en partie vrai, mais ce n'est pas la seule explication. Alors, qui pense à la Seconde République? En attendant que Bernard-Henri Lévy la pense. Hein. Oui. Dieu en préserve l'Algérie. Ah oui. Hein, Dieu en préserve l'Algérie, ce que je disais. Et Bernard-Henri Lévy. Voilà, qui reste chez lui. Je veux dire, c'est vraiment personne. Alors, quels que soient les courants politiques en Algérie, personne n'a envie de le voir se mêler de nos affaires. Non, mais il y a eu une question sur la jeune garde de l'armée d'abord. Oui. Voilà. L'armée, c'est une armée nationale et populaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une armée de janissaires. C'est une armée dont les éléments, et les plus jeunes notamment, sont issus du peuple. Ce n'est pas des pistonnés. Il y a une armée de conscrits, les gens font leur service militaire, j'ai fait mon service militaire, voilà. Donc, et c'est encore valable aujourd'hui. Et plus vous êtes diplômé, plus vous n'y coupez pas, parce qu'il faut faire son service militaire. Et puis vous avez une armée de métiers qui, elle, recrute via soit l'académie interarmes de Cherchel, soit des écoles de formation, des écoles d'ingénieurs, de techniciens, etc. Et tout. Donc c'est des gens qui connaissent la réalité, qui sont aussi diplômés. Le chef d'état-major, il a fait une école en Russie, c'est un artilleur, Ahmed Gaïd Salah. Il y a des compétences autour de lui et à plus bas niveau qui sont bien plus importantes, de gens de diplômés, etc. Tout ça pour dire que c'est une armée qui a dans sa tête le fait qu'elle a été obligée de faire le sale boulot à 2 reprises. Elle a été obligée de tirer sur la population en 88 et elle a été impliquée dans la sale guerre des années 90. Il y a beaucoup d'officiers qui n'ont pas envie d'une 3e fois. Et ça explique aussi pourquoi on a une retenue de l'armée, pourquoi Ahmed Gaïd Salah a été obligé d'atténuer son discours, parce que des officiers supérieurs ont fait entendre leur voix en disant il n'est pas question qu'on use de violence une nouvelle fois contre la population. Et ça, c'est une donnée importante. C'est la mutation de l'armée. L'armée algérienne en 1962, c'est beaucoup d'anciens maquisards, c'est des officiers dont certains ont déserté l'armée française, mais c'est aussi beaucoup de gens peu formés, avec des niveaux... Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est des officiers à Bac+5, Bac+6, des gens issus, encore une fois, de la population, et qui donc ont une prise directe sur la réalité. Hein, et ça, c'est un élément qui va peser. Sur les penseurs, il y a 1001 initiatives en ce moment en Algérie. Il y a des gens qui se réunissent, qui font des plateformes. D'ailleurs, on est submergé par les contributions. Un jour, c'est les avocats, un jour, c'est des universitaires, un jour, c'est des journalistes, il y a des politistes.
de grâce, c'est pour ça que je parlais du temps tout à l'heure, il faut donner le temps au temps. Je reviens au titre du bouquin, Le pays empêché. Il faut savoir que pendant très longtemps, le régime tolérait beaucoup de choses. Ce qu'il refusait, c'était qu'on se mette à 2 ou 3 pour réfléchir à l'avenir du pays. Ou alors, lorsqu'il avait des contributions venant de l'extérieur, je pense notamment au groupe, un think tank composé par des gens de la diaspora qui s'appelle NABNI, Nous construisons. Il prend le rapport, merci, au revoir, et on oublie ce que les gens proposent. Donc, il y a des contributions, il y a une émergence. Et ce pays empêché est en train de, je dirais, de se réveiller. Et pour peu qu'on le laisse se réveiller de manière définitive et qu'on le libère, on va voir de plus en plus des énergies se libérer, des gens s'organiser. Et d'ailleurs, monsieur, pour moi, c'est un peu ça. Les manifestations, c'est dès lors que les gens ont vu qu'on ne leur tapait pas dessus et qu'il n'y avait pas de répression comme en 2014, toutes les bonnes idées sont apparues. Chacun, via les réseaux sociaux, on va mettre de l'eau à disposition des manifestants, on va mettre du vinaigre au cas où il y aurait des gaz lacrymogènes. C'est une libération aussi, c'est une espèce d'appel d'air énorme. Alors effectivement, on n'a pas le Mandela, il n'y a pas de Mandela algérien, parce que c'est une histoire particulière. Il y aurait pu, peut-être que si ça s'était passé il y a 10-15 ans, un gars comme Hossein Ait Ahmed aurait pu jouer le rôle de rassembleur. Il se trouve que le pouvoir a fait le vide sur le plan politique, que l'opposition... Il faut savoir que les partis politiques en Algérie, ils n'avaient pas le droit de manifester. Interdiction de manifester, interdiction plus ou moins explicite de louer une salle, tenir un meeting, c'est pas possible. Un think tank, si vous êtes, les cafés littéraires, vous avez un café littéraire à Bjaya ou à Aukas ou dans la vallée de la Soumam, où un écrivain vient, la salle est louée, puis les gens arrivent et il y a un cadenas qui empêche la réunion de se tenir. Donc là, il y a une libération des choses. Donc c'est pour ça, encore une fois, si effectivement ça se tient en 3 mois, il n'y aura pas ou il y aura peu de réflexion constructive par rapport à ce que peut être l'avenir de l'Algérie. On aura un président fort qui va gérer les équilibres au sommet, qui va faire peut-être quelques réformes pour calmer la population, mais qui ne remettra pas en cause de manière profonde le système. Par contre, si les manifestants obtiennent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une transition longue à la manière des Tunisiens, c'est-à-dire 2-3 ans, gouvernement d'union nationale pendant lequel les gens réfléchissent à la Constitution, est-ce qu'il faut ou non une constituante, est-ce qu'il faut ou non changer les choses et comment on réforme l'administration, entre autres, là, peut-être qu'effectivement, on aura des choses sur la table. Elles existent déjà, il y a déjà des contributions sur le plan économique, sur le plan politique. C'est simplement qu'il faudrait que le temps puisse être donné aux Algériens de pouvoir s'organiser encore plus. Et effectivement, l'un des reproches qui est fait aux manifestants jusqu'à présent, c'est le manque, je dirais, le nombre peu important de propositions concrètes sur le plan politique. Mais ça va venir. Peut-être quand même, on a fait allusion, mais on n'en a pas parlé, le rôle des courants islamistes, parce que ça m'a beaucoup frappé en lisant le livre, qu'au fond, le bilan que tu dresses de la décennie terrible, c'est qu'on a écrasé le GIA, on a écrasé l'islamisme de terreur, armé, mais que du point de vue politique, les islamistes en sont sortis relativement puissants, comme courant dans la société, disons. Donc, comment on analyse ça avec ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rôle ou non des courants islamistes? Bouteflika a clairement passé une sorte de deal avec le courant islamiste dans toutes ses composantes, c'est-à-dire, pas question de vous donner le pouvoir, mais je vous alloue une certaine marge de manœuvre dans, entre guillemets, la réislamisation de la société. Et donc on voit apparaître, pour différentes raisons, une religiosité qui n'existait pas dans l'Algérie des années 80-90. Alors effectivement, les héritiers du fils ont disparu du champ politique, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus.
il y a ce qu'on appelle les islamistes de gouvernement, des gens qui ont, je pense au mouvement pour la société et la paix, donc le Hamas algérien, qui n'a rien à voir avec le Hamas palestinien, qui a participé à des gouvernements, qui a fait partie de la majorité présidentielle. C'est les islamistes un peu qu'on appelle les islamistes en alpaga, hein, c'est-à-dire soit qui étaient là, mais les islamistes radicaux, populistes, n'ont pas le droit jusqu'à présent de s'organiser en parti. Se posera très vite la question de savoir comment on fait le jour où ils vont décider de se réorganiser en parti. On voit par exemple là en ce moment, avec toutes les manifestations, que certaines figures en exil de l'ex-fils réapparaissent. On voit des déclarations de Ali Belhadj, qui était le numéro 2 du fils, très consensuelle, très prudente, incitant à la marche pacifique, ayant même presque un discours, je dirais, de rassemblement par rapport à d'autres forces politiques qui seraient de gauche ou de droite. Donc, si demain le champ politique est libéré, pour moi, ça ne fait aucun doute, on verra apparaître un parti, je dirais, de tendance, de caractère radical, mais ce sera en même temps un parti qui aura appris lui aussi du passé. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la société qui n'a jamais et qui ne pardonnera jamais aux islamistes ce qui s'est passé dans les années 90. Et donc ça, c'est une donnée qui oblige ce courant-là à être plus, je dirais, ne serait-ce que plus prudent, moins radical dans ses exigences. Est-ce que ça durera toujours? Je ne sais pas. Et ce qui plaide aussi pour une transition longue, c'est qu'il faut donner le temps à d'autres forces politiques de s'organiser par rapport à ce parti-là. Parce que, in fine, on reviendra à la case départ. Et c'est en cela d'ailleurs que ce livre est aussi le bilan de 20 années de bouteflikerisme, de Bouteflika, et son échec, ces 4 présidences sont un échec. Mais l'un de ces échecs majeurs, c'est qu'il n'a réglé en rien les problèmes fondamentaux de l'Algérie, au plan politique. C'est-à-dire que 20 ans plus tard, on en est au même point. On est en 1999, avec plus d'habitants, 1 million de naissances par an, avec des ressources un peu moins importantes, avec des problèmes d'environnement, avec des questions sur l'éducation. Cet homme n'a rien réglé des questions fondamentales de l'Algérie. Et je pense que l'histoire le jugera de manière très négative, même si on l'a présenté comme un faiseur de paix. En réalité, il n'a fait qu'entériner des négociations qui avaient eu lieu avant qu'il ne soit élu en 1999. Merci. Encore 2 questions. Et ma question. Ah oui, la vôtre. Ramenez à moi, pardon. Je demandais si les responsables du détenteur réel, direct du pouvoir économique en Algérie, notamment dans les secteurs clés, gaz et le pétrole, ont une vue sur l'avenir politique de l'Algérie et comment ils se positionnent par rapport à la crise actuelle. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Abdelaziz Bouteflika avait miné l'administration algérienne en nommant ses hommes. Il a fait exactement la même chose au niveau de l'économie. Pourquoi? Parce que l'économie algérienne est essentiellement une économie étatique. Vous avez, ce sont de grandes entreprises publiques qui sont dirigées par donc on peut les assimiler à des hauts fonctionnaires. Et si je prends le cas de la compagnie pétrolière et gazière, la Sonatrach, c'était des gens qui étaient totalement fidèles au clan présidentiel. Donc ce sont des gens dont les décisions stratégiques ou les non-décisions stratégiques, parce que depuis 5-6 ans, l'Algérie est en statu quo, où personne n'osait prendre la moindre décision, parce que justement le clan présidentiel était figé, que il n'y avait pas de mot d'ordre qui venait de décision. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent, pas simplement du fait de la contestation. Les gens s'inquiètent parce que les grandes décisions, les grandes réformes qui devaient être prises il y a déjà 10-15 ans ne l'ont pas été. L'Algérie attend un plan d'urgence en matière d'énergie renouvelable. On l'attend encore. L'Algérie attend que soient prises des décisions sur la consommation énergétique. Si ça continue comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire si on continue à consommer l'énergie telle qu'elle est consommée aujourd'hui en Algérie sans aller trouver d'autres sources, eh bien, il y aura de moins en moins de gaz à exporter.
Donc voilà, il y a autant de décisions qui ne relèvent pas simplement de la situation, qui relèvent, je dirais, d'une non-gestion du pays pendant une décennie, au moins. Voilà. Encore 2 questions, et après on arrête, parce que c'est l'heure. Je vous en prie. Et monsieur, voilà. Oui, j'aimerais revenir un peu sur le rôle des partis politiques d'opposition en Algérie, et notamment pour cette transition. Quelle est la crédibilité qu'il y a aux yeux du peuple pour ces partis politiques, et est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle concret pour cette transition-là? Et d'autre côté, peut-être une question aussi marginale, est-ce que dans ce processus de transition, on pourrait imaginer que le parti politique de pouvoir actuel, le FLN, va jouer aussi un rôle, parce que c'est une composante aussi de ce système politique. Et la deuxième question très rapide, c'est quel rôle pourrait jouer la diaspora algérienne un peu partout dans le monde pour ce processus de transition démocratique? Monsieur devant vous, voilà. Prenez le micro, sinon... Voilà. Quel poids, s'ils en ont un, des mouvements organisés de jeunes, je pense notamment au mouvement Rage, leur poids dans les manifestations. Rassemblement Algérie Jeunesse. Dernière question. Voilà. Alors, l'opposition est-elle crédible? Oui et non. Non, parce que ces dernières années, elle a eu du mal à se faire entendre, parce qu'une partie de cette opposition n'en est pas une. Si je prends le cas du Parti des travailleurs de Louisa Hannoun, qui est très à cheval sur les questions de souveraineté, eh bien, c'est un parti qui a tout de même soutenu la réélection d'Abdelaziz Bouteflika. Comment peut-on être à la fois dans l'opposition et avoir à un moment donné défendu l'idée d'un 4e ou d'un 3e mandat ou d'une révision de la Constitution, je ne sais plus, quand, dès le premier mandat, beaucoup de gens ont constaté la catastrophe que représentait cet homme-là au pouvoir en Algérie. Donc effectivement, il y a... en même temps, on peut se dire que si les règles du jeu changent, il est possible que certains partis fassent leur mue et soient conscients de l'enjeu. On l'a vu dans l'expérience tunisienne où, quand il y a eu une transition, certains partis qui étaient plus ou moins tolérés sous Ben Ali ont pu jouer un rôle important dans la transition. Certains étaient totalement discrédités, comme le RCD, le parti de Ben Ali, le parti des Stouriens, mais d'autres ont pu jouer un rôle. Sans parler des partis qui étaient interdits et qui ont... Moi, je pense que, encore une fois, on est dans un niveau... le scénario idéal, c'est que cet élan se poursuive. Pourquoi? Parce que c'est dans ce genre de conditions qu'on va voir apparaître de nouvelles formations politiques, qu'on va avoir des partis qui vont se restructurer. Je pense notamment au Front des Forces Socialistes, je pense notamment au RCD algérien. C'est maintenant que ça se joue. Vous me posiez la question, monsieur, sur cette organisation du Rage, la jeunesse, qui est en pointe depuis très longtemps, qui a essayé de faire vivre un mouvement social en faveur de la jeunesse, qui dit que peut-être que demain, ça va évoluer en parti politique. Vous avez de nouveaux partis politiques qui ont eu énormément de mal à obtenir des agréments après la révision de la Constitution de 2014. Il y a eu quelques agréments qui ont été faits. Tous ces partis-là sont potentiellement porteurs de changement pour peu qu'on arrive à une normalisation du jeu et du champ politique, ce qui n'est pas encore le cas. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui encore, peut-être que ça s'est calmé parce qu'il y a d'autres choses à faire, enfin les services de sécurité, la police a d'autres chats à fouetter, mais vous créez un parti en Algérie, une semaine plus tard, vous avez une scission, comme par hasard. Vous avez des problèmes avec l'administration. Donc il y avait un jeu qui était totalement vicié. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a énormément de revendications. Les gens vont devoir se déterminer par rapport à des programmes, mais si on est pressé, si on dit qu'il faut que ça se règle en 3 mois, c'est pas possible. Ça ne se fera pas. Et concernant la diaspora, on voit bien, je crois que c'est votre cas, monsieur, les gens font l'aller-retour pour aller manifester, des gens sont très attentifs à ce qui se passe. Il est clair que quand je parlais tout à l'heure de capital humain, concernant l'Algérie, son capital humain, il est en Algérie, mais aussi à l'étranger. C'est une importante diaspora. Jusqu'à présent, le discours du régime a toujours été de dire « vous êtes très bien
là où vous êtes. On n'a pas besoin de vous. Restez-y, n'amenez pas de contestation. Dans l'Algérie nouvelle telle qu'elle pourrait se dessiner, il est évident que les compétences telles qu'on les connaît aujourd'hui, que ce soit sur le plan médical, je dirais, je cite souvent le cas de M. Zarhouni, qui a été le responsable de la santé aux États-Unis et qui est algérien. C'est-à-dire c'était l'ambassadeur à la fois de Bush puis d'Obama sur les questions de santé dans le monde. Bon, alors des gens comme lui, il y en a des milliers. Ces gens-là, demain, si pour peu qu'on leur garantisse un minimum de stabilité et d'ouverture politique, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne rentrent pas chez eux, même de manière temporaire. Merci beaucoup à Akram.